succès des manifestations du 1er mai nous indique qu'il y a une possibilité d'une conflictualité plus forte. Très clairement, moi je ne pense pas d'ailleurs que ce soit dû spécialement à l'élargissement des mots d'ordre, qui sont des mots d'ordre traditionnels du 1er mai, question de la paix internationale. Par contre, qu'il y ait plus de manifestants, notamment à Paris, ça peut indiquer qu'il y a une volonté d'en découdre d'une partie des salariés. On a vu dans toute la planète que dans les pays développés, il y a une hausse des conflits sociaux. Ça a été très net aux États-Unis, par exemple. Maintenant, on est loin de la coupe aux lèvres, c'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup de fatalisme. La situation peut engendrer également le sentiment qu'on ne peut rien changer ou que la situation est trop difficile, qu'il faut faire des efforts. Donc je pense que tout va se jouer aussi dans la capacité du mouvement syndical à donner des perspectives concrètes, réalistes aux salariés et aussi peut-être dans une accumulation de mécontentements précédents. En fait, il y a des cycles dans les mouvements sociaux en France. Il y en a toujours eu, des grandes vagues de grève à la Libération, le Front populaire, etc. Et donc, de ce point de vue-là, on ne peut pas dire qu'il y a une baisse de la conflictualité, au contraire, puisqu'en 2019 puis 2023, on a eu une conflictualité exceptionnelle. La difficulté, c'est que c'est une conflictualité qui, ces derniers temps, n'a pas été victorieuse. C'est ça la grande question. Et c'est le rapport au politique. Le rapport au politique qui, dans les moments positifs, justement, le Front populaire est l'exemple parfait, eh bien, le politique vient en prolongement de ces luttes sociales, et ces luttes sociales imposent aux politiques de ne pas les oublier, parce que on a eu des moments où la gauche était au pouvoir, le cartel des gauches, dans les années 20, et en oubliant les revendications sociales. Ce modèle-là, un peu gagnant-gagnant, du politique et du syndical, il est en difficulté. Et quand on parle de politisation, de quoi on parle? Parce qu'il y a une politisation négative, une politisation sur des thèmes clivants, qui finalement vont diviser les syndicats, vont diviser les salariés et ne rapportent rien. Donc ça, c'est le type de politisation qui, à mon avis, pose problème. Mais un lien avec des forces politiques pour mettre en place des mesures favorables aux syndicats, c'est un peu différent. Je conclurai en disant qu'au niveau de l'entreprise, qui est un autre niveau, les syndicats sont en grande difficulté parce qu'ils ont des effectifs qui sont globalement stables depuis 2 décennies. Ils sont à un niveau qui est moyen, vraiment pas très important, mais ils sont beaucoup plus nombreux dans les grandes entreprises. Il faut bien voir qu'il y a des différences internes. Mais là où ils patinent, c'est qu'on a changé de dimension, c'est ce que vous disiez. On est dans des logiques qui peuvent être mondiales ou au moins européennes, et qu'ils ont encore du mal à transformer leur structure internationale ou européenne, comme la Confédération européenne des syndicats, en des outils utiles, en quelque chose qui ne soit pas juste des rencontres de syndicalistes au sommet, mais quelque chose qui vraiment débouche sur des actions et des propositions au niveau où ça se joue maintenant. Ça, c'est une difficulté dont on pouvait parler il y a 20 ans, et malheureusement, elle existe encore aujourd'hui. C'est parce que finalement, on est aussi dans une société qui s'individualise et qu'on croit moins philosophiquement au pouvoir de l'action collective chez les jeunes générations notamment. Qu'est-ce qui explique cette désaffection des jeunes générations pour les syndicats? Ça paraît pas assez efficace, pas assez réactif? Alors, moi, je dirais quand même qu'il y a des choses. Pour moi, fondamentalement, alors c'est ce que vous dites est tout à fait juste, mais j'ajouterai une autre dimension. C'est pas en opposition. Je pense que fondamentalement, la syndicalisation est liée au niveau d'intégration dans le travail, et donc les jeunes sont beaucoup moins syndiqués traditionnellement que les plus âgés. Disons que alors je fais quelque chose de simplifié, mais c'est plutôt les 40-50 ans qui sont le cœur de cible des syndicats. Ça, c'est la première réponse. La seconde, c'est que sur la question des moyens syndicaux, ça pose aussi quand même une question sur leur bureaucratisation. C'est-à-dire que finalement, quand les syndicats ont été créés, ils ont été créés par des bénévoles, par des militants. Et ils n'ont pas forcément besoin d'avoir de l'argent extérieur ou des entreprises ou de l'État pour se développer. Parce qu'ils représentent quelque chose qui est important pour les salariés, qui est le côté collectif. Je ne pense pas que le côté collectif ait disparu. Simplement, il y a un côté efficace. Les gens ont envie que ça fonctionne. Si le collectif... Et ça peut fonctionner pas simplement pour les salaires. Ça peut fonctionner comme une protection, comme pour des demandes de renseignement. Le syndicalisme des fonctionnaires, par exemple, très important en France, c'est un syndicalisme aussi qui renseigne les gens sur leur carrière, qui les aide. Donc tout cet à côté dont on parle moins fait qu'il y a encore une action syndicale et que quelque part le syndicalisme c'est aussi un service parapublic qui remplit une multitude de missions qui du coup devraient être un petit peu financées. Des modes de management, est-ce que ça joue sur le fait qu'on se sente moins dépendant ou avoir besoin des syndicats? Alors, il y a déjà l'auto-entrepreneuriat qui est devenu un phénomène de masse quand on parle de la jeunesse, dans des conditions où finalement
ces ex-salariés, ces gens qui auraient dû être salariés, ont beaucoup moins de protection. Donc, il y a un détricotage aussi d'un certain nombre de protections sociales globales qui affaiblit par là le côté collectif. Et là, vous avez tout à fait raison. Si on affaiblit le côté collectif, on affaiblit forcément le syndicalisme, qui est une action collective. Mais en même temps, il y a eu des tentatives réussies d'organisation, soit avec des collectifs syndicaux, soit avec des collectifs autogérés, travailleurs d'Uber, etc. On a eu régulièrement des grèves, même peut-être plus importantes dans ce secteur-là que dans d'autres des secteurs plus traditionnels. Donc, c'est pas si simple. Les jeunes aussi peuvent justement se dire, bien, je suis pas content de telle entreprise, je pars. Oui, c'est ça. Ça veut dire donc qu'ils peuvent aussi se dire, je peux me syndiquer, puisque je ne crains pas tant de choses que ça, puisque c'est provisoire. Donc, il y a un esprit de contestataire qui existe également. Ce qui était frappant quand même moi je crois pas que le grand mouvement de 2023 signe une fin, parce que ce qui m'a frappé à ce moment-là, c'était le fait que beaucoup de salariés ont pris des jours de grève pour manifester, c'était en semaine, mais en se disant dès le début, j'en prends 4, j'en prends 5, mais je vais pas faire 2 semaines continues ou quoi que ce soit. La grève au combustible, les plus radicaux en parlaient beaucoup, mais personne ne l'a fait, parce que justement, ils anticipaient le fait qu'ils allaient sans doute perdre. Et vous avez quand même on a eu une forme de grève d'expression pour dire non, je ne trouve pas ça normal, tout autant qu'une grève pour gagner. Et c'est quand même un problème pour les syndicats. Ce qu'on voit en tout cas quand il y a des conventions citoyennes, quand il y a ce grand débat, ces cahiers de doléances, c'est qu'il y a une énorme participation des Français. Les Français, ils s'engagent sur ce sujet. Ça paraît plus moderne quand même que le syndicat classique, ce genre d'outils participatifs où on vous demande directement votre avis et vos idées sur ce qu'on pourrait faire pour améliorer les choses finalement. Je trouve, juste pour compléter, que la ficelle est un peu grosse de la part d'Emmanuel Macron, nous ressortir des années après, c'est quand même... Et justement, après, il y a une demande de participation, autant si on joue trop avec, ça crée une très forte déception. Et voilà, et on est dans une période justement de désenchantement qui est inquiétante de ce point de vue-là. Alors, pour revenir aux syndicats, ils ont essayé de prendre en compte cet aspect-là, notamment quelquefois en consultant leurs adhérents ou en consultant l'ensemble des salariés sur des aspects. Mais il y a quand même une contradiction fondamentale. C'est-à-dire, le syndicat a été créé au XIXe siècle pour structurer la résistance des ouvriers face au patron. Les grèves n'étaient pas suffisantes parce que c'était des moments de colère et puis ensuite, dans la durée, le patron pouvait grignoter les acquis. Enfin, bref, ils avaient besoin d'une structure pérenne. Mais qui dit structure pérenne dit aussi un peu de rigidité, forcément, et dit aussi que vous avez une organisation, donc des gens qui vont parler au nom d'eux, des porte-paroles. Et donc, passer directement, ils peuvent avoir cette difficulté que l'expression directe des salariés corresponde pas exactement à ce qu'ils pensent. Ça, c'est une difficulté réelle pour les syndicats. Mais je pense qu'ils peuvent, en même temps, ils sont plutôt sous une forme de contre-pouvoir. Donc, c'est plus facile pour eux de gérer cette difficulté que pour une organisation qui serait directement aux affaires.